Saviez-vous qu'il existe une sauce blanche, brillante et apparemment simple qui génère plus d'argent que le ketchup? Et que très peu savent comment elle est vraiment fabriquée. Chaque année, plus de 50 milliards d'œufs sont destinés uniquement à l'élaboration de mayonnaise. Cette crème épaisse et séduisante n'est pas seulement un basique de votre sandwich. C'est une obsession mondiale, un joyau caché du monde culinaire moderne. Mais qu'y a-t-il vraiment dans chaque pot? Qu'est-ce qui transforme un jaune d'œuf en une émulsion si parfaite qu'elle peut durer des mois dans votre réfrigérateur? Et comment une ligne de production industrielle peut-elle atteindre une telle précision sans perdre la saveur? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire cachée de la mayonnaise. Nous irons au-delà de la cuisine et entrerons dans des fermes automatisées, des chambres de pasteurisation et des cuves d'acier où des milliers de litres de sauce se mélangent avec une ingénierie chirurgicale. Pour qu'un seul lot de mayonnaise existe, il faut d'abord avoir des œufs. Et n'importe quel œuf ne convient pas. Tout commence dans des fermes spécialisées où la qualité de l'œuf est une science en soi. Il ne s'agit pas seulement de la race de la poule ou de son régime alimentaire. La clé réside dans son bien-être. Les poules pondeuses vivent dans des environnements contrôlés au millimètre. Lumière naturelle automatisée, ventilation constante et espace propre, conçus pour les maintenir calmes et productives. Car oui, le stress altère la qualité de l'œuf. Une poule stressée peut produire des coquilles plus fines, des jaunes pâles et des cycles de ponte irréguliers. C'est pourquoi, dans les installations modernes, la biosécurité est maximale. On contrôle tout, de la température à la quantité de protéines et de calcium qu'elles reçoivent dans leur alimentation quotidienne. Chaque poule pond environ un œuf toutes les 26 heures. Dans une ferme industrielle, cela se traduit par des centaines de milliers d'œufs quotidiens. Mais ils ne tombent pas au sol ni ne sont ramassés à la main. Le système est complètement automatisé. En sortant du nid, l'œuf roule doucement sur des plateaux rembourrés qui le conduisent directement à un tapis roulant. Ce tapis serpente à travers les hangars, collectant les œufs un par un sans intervention humaine. En moins d'une heure, tous sont réunis dans une salle centrale réfrigérée, prêts à être classés, inspectés et transférés aux usines de traitement. Avant d'arriver à l'usine, les œufs sont stockés temporairement dans des chambres froides à humidité contrôlée. Cela arrête le vieillissement prématuré et maintient les jaunes denses, intacts et prêts pour leur transformation. De plus, chaque œuf est tracé depuis la poule jusqu'à l'usine, grâce à un système de traçabilité avec codes uniques. Cela permet d'identifier l'origine exacte en cas d'irrégularité et assure une chaîne transparente et fiable. Car la mayonnaise ne se fait pas avec n'importe quel œuf. Seuls ceux qui respectent des standards exacts de taille, forme, couleur de jaune et santé avanceront au niveau suivant. Ce qui suit n'est pas de la cuisine, c'est de la pure ingénierie alimentaire. Une fois que les œufs arrivent à l'usine de transformation, commence un filtre implacable, car tous ne se qualifient pas pour devenir mayonnaise. D'abord, ils sont soumis à un contrôle qualité visuelle utilisant des systèmes de scan LED de haute précision. Ces dispositifs détectent instantanément les fissures invisibles, taches internes, coquilles fines, déformités et même les œufs fécondés. Il n'y a pas de marge d'erreur. Dans certains pays comme les États-Unis, on applique en plus une étape obligatoire, le lavage industriel. Chaque œuf est pulvérisé avec de l'eau tiède et une solution désinfectante douce qui élimine résidus, bactéries et plumes sans endommager la structure de la coquille. En Europe, en revanche, ce processus n'est pas réalisé pour maintenir intacte la cuticule, une couche naturelle qui protège contre les micro-organismes. Arrive maintenant l'une des étapes les plus surprenantes, la séparation du jaune et du blanc. Cette tâche, qui à la main serait lente et sujette aux erreurs, se réalise à des vitesses industrielles. Des machines spécialisées cassent les œufs doucement, évitant d'endommager le jaune. La séparation se fait par gravité, rouleau ou force centrifuge, et le résultat est un flux continu de jaune pur, sans résidus de blanc ni fragments de coquille. En une seule heure, ces machines peuvent traiter jusqu'à 60 000 œufs avec un taux de rupture de jaune inférieur à 2%, une prouesse d'ingénierie qui réduit les coûts, minimise le gaspillage et améliore la sécurité alimentaire. Les jaunes liquides résultants sont filtrés pour éliminer toute impureté restante, puis passent par une pasteurisation douce à basse température entre 60 et 65 degrés Celsius. Cette température est suffisante pour éliminer les bactéries dangereuses comme la salmonelle, mais sans altérer la structure du composé clé, la lécithine, le véritable héros derrière la texture de la mayonnaise. Une fois pasteurisés, les jaunes sont prêts pour leur stockage temporaire dans des conditions optimales, conservant leur fraîcheur et propriétés fonctionnelles. Une fois que les jaunes ont été séparés et filtrés, commence une phase critique, la pasteurisation. Ce processus ne garantit pas seulement la sécurité, mais protège aussi l'intégrité fonctionnelle de l'ingrédient star de la mayonnaise, la lécithine.
Contrairement à la pasteurisation du lait ou des jus, où on applique des températures élevées rapidement, ici on utilise une approche plus délicate. Les jaunes liquides sont chauffés lentement entre 60 et 65 degrés Celsius pendant quelques minutes. C'est un équilibre parfait. La chaleur est suffisante pour éliminer les pathogènes comme la salmonelle, mais assez douce pour ne pas dénaturer la lécithine, une molécule qui agit comme un pont entre l'eau et l'huile. Une fois pasteurisés, les jaunes passent à un système de microfiltration. Cette étape élimine les résidus microscopiques, bulles d'air, fragments de coquilles et toute trace de blanc non séparés précédemment. Le résultat, un jaune propre, brillant et homogène, prêt à devenir une base émulsifiante parfaite. Ensuite, ils sont stockés dans des conteneurs hermétiques en acier inoxydable sous réfrigération contrôlée à des températures proches de 4 degrés Celsius. Dans ces conditions, le jaune liquide peut se conserver pendant plusieurs jours sans perdre fraîcheur ni capacité fonctionnelle. Pourquoi tant d'efforts à cette étape? Parce que la qualité du jaune détermine la stabilité de toute l'émulsion. Un jaune contaminé, mal pasteurisé ou mal stocké peut ruiner des milliers de litres de mayonnaise, générant séparation, changement de couleur, perte de saveur et acidité indésirable. C'est pourquoi, avant d'être utilisé, chaque lot de jaune passe par un rigoureux contrôle qualité interne. On analyse des paramètres comme le pH, la viscosité, la couleur, le contenu en solide, la pureté et le comportement émulsifiant. Ce n'est que s'il remplit tous les critères techniques qu'il peut avancer vers le cœur du processus, le mélange. Cet ingrédient, né dans une ferme et transformé avec une technologie de pointe, est sur le point de fusionner avec l'huile, le vinaigre et d'autres composants pour donner naissance à une émulsion parfaite. C'est ici que se produit la véritable alchimie, la transformation d'ingrédients bruts en une émulsion stable, crémeuse et délicieuse. Le processus commence par le pompage automatique des jaunes pasteurisés depuis les cuves de stockage vers d'énormes mélangeurs en acier inoxydable. Ces cuves peuvent avoir des capacités allant de 500 à plus de 5000 litres, toutes fermées hermétiquement pour éviter tout type de contamination externe. Une fois à l'intérieur, les ingrédients sont ajoutés dans une séquence programmée. D'abord, le vinaigre ou le jus de citron, qui apporte l'acidité et aide à stabiliser le pH. Ensuite, une pincée de sel, sucre et épices. Et, dans de nombreux cas, une petite dose de moutarde. Pourquoi la moutarde? Ce n'est pas pour donner du goût. Son véritable rôle est d'agir comme coémulsifiant. Elle contient des mucilages et composés naturels qui, avec la lécithine du jaune, renforcent la structure de l'émulsion. Finalement, arrive l'huile, l'ingrédient dominant, représentant entre 65% et 80% du total. On utilise de l'huile végétale raffinée, principalement de soja, pour sa saveur neutre, sa haute stabilité et sa capacité à s'intégrer sans éclipser le reste. Mais ajouter de l'huile n'est pas simplement la verser et mélanger. Ici entre en jeu l'étape la plus critique, l'émulsification. Sous conditions normales, eau et huile ne se mélangent pas. Mais lorsque les gouttes d'huile se brisent en particules microscopiques et restent suspendues dans l'eau, grâce à l'action d'un émulsifiant comme la lécithine, on crée un mélange stable, uniforme et dense. Cela se réalise avec des mélangeurs à haute vitesse qui tournent à plus de 3000 révolutions par minute. En même temps qu'ils battent, ils homogénéisent également, c'est-à-dire qu'ils décomposent les gouttes d'huile jusqu'à une taille si petite qu'elles ne peuvent pas se séparer, donnant comme résultat une texture incroyablement lisse. Pendant que cela se produit, des capteurs intelligents mesurent des paramètres en temps réel. Viscosité, température, consistance, couleur et pH. Si quelque chose sort de la plage optimale, le système ajuste automatiquement les proportions ou la vitesse de mélange. Le résultat, une émulsion parfaite, sans grumeaux, sans séparation et avec cette texture onctueuse que nous reconnaissons tous instantanément. Avant de passer au conditionnement, le mélange est refroidi rapidement pour fixer sa structure et préserver sa fraîcheur. Ensuite, on réalise un test de contrôle qualité pour s'assurer qu'il respecte tous les standards. Ce n'est qu'alors que la mayonnaise est prête à entrer dans sa dernière étape, le conditionnement. Lorsque l'émulsion est prête, parfaitement stabilisée et réfrigérée, elle entre dans la phase finale, le conditionnement. Ce processus, loin d'être simple, est conçu avec le même niveau de précision que toute la chaîne précédente. La mayonnaise est transférée directement depuis les cuves de mélange vers une ligne de conditionnement fermée. À aucun moment, elle n'entre en contact avec l'air extérieur. L'objectif est d'éviter tout type d'oxydation, contamination microbienne ou altération de la texture. Bouteilles, pots en verre, sachets individuels. La variété de formats est énorme. Les machines de remplissage sont programmées pour doser chaque emballage avec une précision millimétrique. Dans une usine à grande échelle, on peut remplir jusqu'à 15 000 unités par heure, et chaque emballage reçoit exactement la même quantité,
sans débordement ni perte. Immédiatement après le remplissage, les emballages sont scellés hermétiquement. Cela se réalise avec des systèmes mécaniques automatisés qui appliquent une force uniforme sur chaque couvercle ou seau. Ensuite, ils passent par des stations d'étiquetage où sont placées les étiquettes avec toute l'information de traçabilité, ingrédients, lot, date de péremption et pays d'origine. Mais cela ne s'arrête pas là. Des techniciens de contrôle qualité récupèrent des échantillons aléatoires de la ligne pour réaliser des tests de pH, viscosité, couleur, saveur et stabilité de l'émulsion. Si un seul échantillon ne convient pas, on arrête la production, on révise le lot complet et on ajuste les paramètres si nécessaire. En parallèle, des contrôles microbiologiques sont réalisés en laboratoire pour garantir la totale innocuité du produit. Ce n'est que lorsque tout est dans les standards que les unités passent à la phase d'emballage en boîte, prêtes à être distribuées dans les supermarchés, restaurants et foyers du monde entier. De la ferme automatisée aux cuves d'émulsion, des jaunes pasteurisés à la bouteille scellée, la mayonnaise a parcouru un voyage extraordinaire mêlant biologie, chimie et ingénierie de précision. Cette sauce apparemment simple est en réalité le résultat de décennies d'innovation et de contrôle qualité sans compromis. Et maintenant, laissez-moi vous poser une vraie question. Est-ce que vous mangeriez encore cette sauce si vous voyez tout ce qu'il faut pour la rendre aussi parfaite et délicieuse? Partagez votre avis en commentaire. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. La sardine est un petit poisson aux corps argentés, largement répandu dans les eaux tempérées et tropicales. Accessible, saine et riche en nutriments, elle fait partie des aliments en conserve les plus populaires et consommés dans le monde. Mais t'es-tu déjà demandé comment une sardine en boîte est réellement produite? Dans ce documentaire, nous allons découvrir tout le processus de fabrication de ce produit fascinant, depuis la capture et la préparation du poisson jusqu'à son conditionnement final en conserve. À l'échelle mondiale, on estime que plus de 3 millions de tonnes de sardines sont pêchées chaque année. Une partie de cette production est destinée aux industries de conserve, où sont fabriquées des milliards de boîtes de sardines conservées dans l'huile d'olive ou la sauce tomate. Au Brésil, l'entreprise Gomes da Costa, située dans la ville d'Itaia, dans l'état de Santa Catarina, est considérée comme la plus grande usine de sardines en conserve au monde, avec une capacité de production quotidienne de plus de 2 millions d'unités. La pêche de la sardine commence au port. Le meilleur moment pour capturer ce poisson se situe en fin d'après-midi et pendant la nuit. Les sardines vivent en banc et remontent vers la surface à la tombée du jour pour se nourrir de plancton. La méthode de pêche la plus courante est appelée pêche à la seine coulissante ou filet tournant, qui consiste à encercler le banc avec un grand filet circulaire. Le bateau navigue autour du banc à bonne vitesse pendant que le filet est déployé. Une fois les poissons encerclés, vient le moment de rétracter le filet et de le rapprocher du navire. Par le passé, les pêcheurs repéraient les bancs en surveillant les mouettes et en observant la présence de bulles et de remous à la surface de l'eau. Aujourd'hui, les flottes industrielles utilisent des sonars et des radars pour localiser les concentrations de sardines en pleine mer. L'équipement émet des impulsions sonores dirigées vers les profondeurs. Les ondes rebondissent sur les poissons et reviennent vers l'appareil. Le système calcule alors la distance, la taille et la densité du banc en fonction du temps mis par l'écho pour revenir. Une fois les sardines capturées, elles sont retirées du filet tournant grâce à des pompes d'aspiration ou à des filets plus petits, puis transférées dans des cuves de réfrigération contenant de la glace ou de l'eau glacée. Cela évite la dégradation rapide du poisson et permet de maintenir sa qualité jusqu'à son arrivée à l'usine. Satisfaire la demande mondiale en sardines en conserve est une opération menée à une échelle industrielle impressionnante. Les bateaux retournent au port et déchargent les sardines le plus rapidement possible, généralement en moins de 24 heures après la capture. Pour préserver la fraîcheur des poissons, ceux-ci restent recouverts d'une épaisse couche de glace jusqu'à être chargés dans les camions qui les transporteront vers les conserveries. En moyenne, les usines de conserve peuvent traiter environ 1 million de sardines par jour. Les sardines arrivent à l'usine seulement quelques heures après leur capture. Le déchargement doit être rapide, car les sardines sont en général transformées en moins de 5 heures. Cette exigence de rapidité existe parce que les poissons doivent être extrêmement frais pour offrir une qualité maximale au consommateur final. Tout commence lorsque les sardines fraîchement pêchées sont placées dans des bacs remplis d'eau glacée afin de les maintenir bien fraîches. La température du poisson doit rester autour de 5 degrés Celsius pour éviter qu'il ne s'abîme facilement. La première étape de la transformation est l'éviscération. Le retrait des viscères et des têtes de sardines peut être réalisé de façon manuelle ou automatisée. Dans le procédé automatisé,
Les poissons sont déposés sur un tapis roulant qui les conduit jusqu'à une machine d'éviscération équipée de pinces et de lames spéciales. Ces outils retirent tête et viscères très rapidement et de manière régulière. Dans le procédé manuel, les sardines sont disposées sur des tables en acier inoxydable ou en marbre, et la découpe est effectuée par des ouvriers spécialisés qui utilisent des couteaux ou des ciseaux. Bien que plus lent, ce travail manuel garantit souvent une qualité supérieure et un gaspillage moindre. Ensuite, les poissons sont immergés dans une saumure, un mélange d'eau et de sel, où ils restent environ 30 minutes. Après ce bain salé, les sardines sont placées sur des grilles métalliques spécialement conçues pour les maintenir dans une position inclinée. Elles sont ensuite lavées pour éliminer l'excès de sel, puis dirigées vers l'étape de cuisson. Les sardines sont alors conduites dans de grands fours industriels à vapeur, où elles sont cuites à des températures contrôlées, comprises entre 100 et 120 degrés Celsius. Ce processus peut durer de 10 à 20 minutes. Ces fours fermés et alimentés à la vapeur assurent une cuisson homogène, tout en évitant que le poisson ne se dessèche. En plus de la cuisson traditionnelle, où les sardines sont pré-cuites avant d'être mises en boîte, il existe une autre technique largement utilisée dans l'industrie de la conserve. Dans cette méthode, les sardines sont placées crues directement dans les boîtes, et la cuisson a lieu à l'intérieur même de l'emballage, hermétiquement fermé, pendant la phase d'estérilisation thermique. Les sardines sont d'abord lavées et découpées, mais ne passent pas par l'étape de pré-cuisson. Elles sont alors disposées crues dans les boîtes avec les liquides de couverture et de conservation. Huile, huile d'olive, eau ou sauce. Les boîtes sont ensuite fermées sous vide, ce qui empêche la pénétration d'air et évite l'oxydation du poisson. Elles sont enfin acheminées vers des autoclaves industrielles. Des machines capables de stériliser et pasteuriser les produits grâce à la vapeur sous haute pression et haute température, pouvant atteindre jusqu'à 130 degrés Celsius. Ce traitement thermique dure généralement entre 30 et 90 minutes, selon la taille de la boîte et le type de sauce ou de liquide utilisé. Après la stérilisation, les boîtes sont refroidies progressivement afin d'éviter les chocs thermiques et les déformations du métal. Il existe encore d'une autre méthode de cuisson. Dans celle-ci, les sardines crues, entières ou en morceaux, sont placées dans les boîtes soit automatiquement, soit manuellement. Les boîtes sont ensuite retournées, de sorte que le liquide et la graisse naturelle de la sardine puissent s'écouler durant la cuisson. Les boîtes, tête en bas, sont envoyées dans un four à vapeur, où elles cuisent pendant environ 10 à 20 minutes. Après cette cuisson, les sardines sont replacées et arrangées correctement à l'intérieur des boîtes, puis l'on ajoute les liquides de conservation, huile d'olive, huile végétale, sauce, saumure, selon le produit souhaité. Cette étape est essentielle pour rehausser le goût, améliorer la conservation et garantir la texture du produit fini. Les boîtes remplies passent ensuite vers des sertisseuses automatiques. La capsule est placée sur le corps de la boîte, puis une machine la sertit fermement au moyen d'un système de fermeture hermétique sous vide, assurant qu'aucun oxygène ne reste à l'intérieur. Le fait de fermer les boîtes hermétiquement, sans laisser entrer l'air, empêche la contamination et assure une longue durée de conservation du produit. Pendant le remplissage et le sertissage, les boîtes sont souvent salies par les liquides de conservation. Elles sont donc lavées et rincées, puis séchées avant de passer à la nouvelle phase de stérilisation. Les boîtes propres et fermées sont empilées dans des paniers métalliques et envoyées une nouvelle fois dans des autoclaves industrielles. L'objectif de cette étape est d'éliminer complètement les bactéries, moisissures et micro-organismes susceptibles de provoquer la détérioration du contenu. Au cours de ce procédé, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte est à nouveau cuit, ce qui garantit que l'aliment sera parfaitement sûr à la consommation. Et voilà, maintenant vous connaissez le processus fascinant de fabrication des sardines en boîte. C'est un aliment populaire qui regorge de bienfaits nutritionnels. Riche en oméga 3, elle contribue à renforcer le cœur et le cerveau. Elle contient également du calcium, du phosphore et de la vitamine D, qui participent à la santé des os. De plus, elle est une excellente source de protéines, favorise le développement musculaire, aide à prévenir l'anémie et renforce le système immunitaire. Accessible, nutritive et polyvalente, la sardine est une excellente option pour une alimentation saine et équilibrée. Si ce documentaire vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Dites-nous aussi en commentaire si vous êtes un grand consommateur de sardines, et pensez-vous que la pêche industrielle de sardines est durable ou qu'elle risque d'épuiser les ressources? On veut connaître votre avis sur la question.